Nous poursuivons les débats avec cette table ronde par trois personnalités que je n'ai pas besoin de présenter. Ne perdons pas de temps. Je passe la parole à tout le monde, à Tsvetan Todorov, ensuite à Thomas Pavel et enfin à Jean-Marie Scheffer. Nous les remercions très très vivement d'avoir accepté notre invitation à participer à cette table ronde que nous attendons tous avec impatience. Merci. Merci John, merci à vous d'être venu ici. J'avoue que je suis assez ému de voir que exactement 50 ans après la parution de ce recueil, il y ait toujours de l'intérêt pour les textes qu'il présentait. Et d'ailleurs, le livre existe dans une nouvelle édition que je montre ici, toujours avec un Malevich, mais différent de celui qui précédait. Donc, le livre continue d'exister. Mon intervention sera un peu, même pas historique, un peu autobiographique. Je voudrais d'abord vous raconter en quelques mots les circonstances de production de ce volume et ensuite, mais très vite aussi, évoquer les 3 moments où je me suis efforcé d'interpréter les idées des formalistes. Et ces 3 moments sont séparés d'une quinzaine d'années chaque fois, de sorte que ce n'est pas du tout la même image et les mêmes idées qui sont développées chaque fois. Et ça sera un peu rapide et je m'en excuse parce que j'ai un train à prendre. Donc, quand 12:30 sonnera, ce n'est pas le carrosse qui va se transformer en citrouille, mais je vais sauter dans le métro pour prendre le train. Sans pouvoir rester peut-être jusqu'à la fin. Alors, très rapidement, donc, d'abord les circonstances. J'étais un petit Bulgare arrivé, égaré en France, ne comprenant presque rien de ce qui lui est arrivé. Et j'ai eu la chance de rencontrer, de tomber sur Gérard Genette assez rapidement, c'est-à-dire au bout de 3 mois de recherche intense d'une personne qui pouvait s'intéresser à ce qui m'intéressait aussi. Mais du coup, j'avais trouvé la bonne personne. Et c'est Gérard Genette qui a eu vraiment l'idée de ce recueil. Donc, je lui dois toujours l'incitation initiale. À ce moment, il a pensé à une réalisation commerciale, donc une publication, et il m'a conduit vers un bureau extrêmement sombre au rez-de-chaussée du 27 rue Jacob, qui aujourd'hui n'existe pas sous cette forme puisqu'il a été transformé en salon brillant d'un autre éditeur. Mais à cette époque, il y avait des pièces très sombres dans lesquelles se tenaient 2 types que je ne connaissais absolument pas et qui n'avaient jamais entendu parler du formalisme russe, qui était le directeur de la revue et de la collection telle quelle. Et c'est Philippe Solers qui jouait le rôle principal et qui a senti un intérêt, une possibilité d'affinité entre leurs activités du moment et les textes des formalistes. En fait, les textes qu'ils ont publiés dans la revue n'étaient pas destinés à la revue, c'était plutôt des extraits du volume. Donc c'était des prépublications.
donc un texte de Shklovsky et un autre de Jacobsen. Cette connaissance étant établie, je me suis mis au travail. Mon français était assez hésitant à l'époque, donc j'avais engagé plusieurs gentilles personnes autour de moi qui devaient lire et corriger mes versions un peu trop littérales, sans doute, de traduction. D'ailleurs, depuis, je n'ai plus jamais traduit. Je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Et cette entreprise s'est poursuivie de cette manière jusqu'au mois de décembre 65, donc il y a 50 ans exactement, quand le livre est paru pour la première fois. Ensuite, il y a eu quelques événements liés à la diffusion du livre. Tout à l'heure, on a évoqué l'un d'entre eux, qui était une table ronde qui s'est tenue aux Lettres françaises, où effectivement Pierre Dex avait très envie de promouvoir les formalistes dans une optique plutôt de lutte politico-intellectuelle, en gros correspondant à celle qu'on a évoquée ici. Et l'autre événement du même genre, c'était la visite de Shklovsky, parce que Victor Shklovsky est venu à Paris quelques mois plus tard, et il était tout émoustillé de voir que les intellos français s'intéressaient à ces articles des années 10 et 20, et il était tout prêt à nous raconter des anecdotes certainement pas mal usées depuis le temps, qu'il connaissait par cœur, qu'il avait eu l'occasion de raconter à des générations de nouveaux venus. Mais j'étais accompagné par Jean-Pierre Fay, parce que effectivement il y avait eu la scission telle qu'elle change, donc identité et transformation s'opposant radicalement, et Fay était celui qui s'intéressait le plus à ce genre de publication. Donc on était ensemble et on poursuivait un peu Shklovsky, qui était accompagné de son épouse, qui je crois parlait pas du tout français, lui pas beaucoup non plus. En revanche, il y avait un individu qui les accompagnait et qui lui parlait très bien. Donc, une fois que Shklovsky et sa femme sont partis, il est resté avec nous. Il nous a expliqué qu'il accompagnait le couple au cours de leur visite parisienne et qu'il avait une fonction officielle. On s'en doutait un peu. Alors, j'ai écrit 3 fois donc sur les formalistes russes, et aujourd'hui, 50 ans plus tard, en relisant, en feuilletant ces pages, je me dis que ça a un intérêt non plus direct de pertinence, mais plutôt historique de ce que les différentes manières de lire un ensemble de textes. La première fois, c'était un texte qui est paru en 64, donc l'année précédente. Je venais de faire ma traduction et j'avais écrit pour la revue L'Homme, dirigée par Lévi-Strauss, Benveniste et autres structuralistes. J'avais écrit un article qui s'appelait « L'héritage méthodologique du formalisme ». Et cet article
me paraît assez ridicule aujourd'hui parce que je voulais apparemment actualiser l'héritage formaliste, le rendre plus accessible aujourd'hui, mais je crois que mon actualisation de l'époque a beaucoup plus vieilli que les textes des formalistes eux-mêmes. Donc, ce n'était pas indispensable. Mais cette étude avait été d'ailleurs évoquée dans la préface de Théorie de la littérature que j'avais écrite, qui le décrivait comme traduire la doctrine en termes de linguistique moderne. Bon. C'était une sorte de tentative de traduction de la terminologie des uns et des autres qui, à vrai dire, n'apporte pas grand-chose, me semble-t-il. Mais j'ai remarqué que malgré ce projet un peu limité, l'article en question ne se limitait pas à cela, ne se résumait pas à cette traduction. Parce que, disais-je dans ce texte, l'héritage des formalistes. Oui, mais dans ce texte, heureusement, je suggérais aussi qu'il ne fallait pas s'en tenir à ces seules idées abstraites, mais y voir aussi l'effet d'une expérience qui avait été communiquée à travers eux. Qu'il ne s'agit pas d'exposer juste des idées, mais de produire un livre qui est nourri par l'expérience de l'auteur et pas seulement par la connaissance de l'objet. Ensuite, je saute de 18 années. En 1982, je suis retourné au formalisme et j'ai consacré un chapitre du livre Critique de la critique, sous-titre Un roman d'apprentissage, à la définition du langage poétique selon les formalistes russes. C'était le premier chapitre. Et cette fois-ci, je ne cherchais pas du tout à traduire le vocabulaire des formalistes dans un vocabulaire qui me paraisse plus moderne. C'était de distinguer entre les différents courants ou différentes conceptions que les formalistes eux-mêmes avaient de ce qu'est la littérature, de ce qu'est le langage poétique. Car en effet, il m'avait semblé à ce moment que il ne s'agissait pas d'une conception unique, mais de plusieurs que les formalistes n'avaient pas cherché ou su articuler entre elles. Il y avait d'une part l'idée d'un usage autotélique, comme nous disions, d'un mot savant, c'est-à-dire trouvant sa fin en soi-même, qu'on pouvait trouver
affirmé notamment par Jacobson, mais déjà auparavant chez quelques illustres prédécesseurs, chez Novalis, chez Mallarmé, etc. Et cette insistance sur la fonction poétique, comme l'appelait Jacobson plus tard, qui était le but d'elle-même, où le message devenait but de lui-même, était devenu un peu la marque standard de la doctrine. Mais à côté de cela, il y avait l'idée de Ostranieni, donc de quelque chose qui concernait le processus de perception et non plus de l'œuvre en elle-même, avec l'idée de renouveler la perception soit du monde, soit du texte lui-même. Donc, de se déplacer vers ce qu'aujourd'hui on appelle à juste titre l'esthétique, comme Jean-Marie Schaeffer en a développé l'idée dernièrement. Et de ce point de vue, il y avait une prémonition de ce développement chez Shklovsky et les autres qui tournaient autour de cette idée. Enfin, il y avait une troisième conception, celle-là historique, qui se manifestait surtout chez Tinianov, selon laquelle il était vain de chercher une identité transhistorique et atemporelle du langage poétique ou de la littérature, puisqu'on appelait ainsi des choses différentes à des différentes époques, où on appelait par des noms différents la même chose, et qu'on ne pouvait, de ce point de vue, qu'identifier les différents moments de l'histoire littéraire et non pas une littérature éternelle. Ça, c'était un commentaire, en somme, intratextuel. Et puis, en 1997, c'est-à-dire encore 15 ans plus tard, beaucoup de temps a passé, j'ai écrit une autre étude qui s'appelait originellement « Pourquoi Jacobson et Bakhtin ne se sont jamais rencontrés ?» qui partait de certains détails historiques qui avaient été révélés par Kojinov et d'autres à cette époque, mais qui, pour ce qui me concerne, m'a conduit à chercher à interpréter le formalisme en le situant dans son cadre historique et social, et pas le formalisme tout entier, mais seulement l'un de ses représentants qui était Jacobson. Effectivement, là, le point d'aboutissement était pour moi non pas d'aboutissement, mais de départ, était l'article Futurisme de Jacobson qui date de 1919 et qui évoque à la fois ses références artistiques, Khlebnikov, Malevich, en même temps le fait que la langue et la littérature doivent être vues de l'extérieur comme des choses, mais aussi qu'il y avait une interaction inévitable avec l'ambiance politique et historique, qui était en ce sens
pertinente, qui était l'investissement du futur, de ce qu'on a appelé ensuite l'avenir radieux. Car Jacobson, dans ce texte, établissait l'équivalence entre les différentes manifestations de cette présence du futur. Présence sociale, c'est la révolution, c'est les barricades. Présence artistique, c'est le futurisme. Présence théorique, c'est le formalisme. Cependant, dans le même texte, Jacobson qualifiait les formalistes aussi d'une autre manière, et cela me paraît émouvant. Non, je me trompe, pas dans l'article de 19, mais ultérieurement, quand on lui parlait du formalisme, il n'aimait pas du tout qu'on l'identifie à telle ou telle idée. Ce n'était pas austranien, ce n'était pas le langage comme tel, le but en lui-même. Non, ce qu'il fallait faire pour identifier les formalistes, c'était non pas telle ou telle thèse particulière. Il disait: il n'y avait pas de doctrine, ni de méthode, mais une grande liberté d'esprit, une capacité d'accueillir le nouveau. L'idée centrale qui définissait le formalisme, c'était la prohibition du dogme. Et je pense que, effectivement, pour Jacobson, c'était l'une des nécessaires interprétations du formalisme et de son propre rôle en tant que savant, que d'être toujours ouvert au monde extérieur, d'être toujours prêt d'accueillir des nouveaux appels venus du reste de la vie. Alors, je m'arrête là. Ça fait une petite demi-heure. Je ne sais pas ce qu'est ma voix. Merci beaucoup, Catherine de Préto, et je vous remercie d'avoir terminé par rappeler ces mots auxquels j'adhère tout à fait, qui est que l'essentiel dans le formalisme, c'est pas une doctrine, pas un corps d'idées, mais c'est voir les choses différemment et pas de dogme. Et je suis désolée, mais je vais redescendre de ces hauteurs vertigineuses vers une question beaucoup plus pragmatique qui m'a toujours taraudée un petit peu et que j'ai scrupule à vous poser, mais je pense que c'est la dernière. Enfin, si je peux le faire, alors je m'y autorise. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est fait le choix de la sélection de vos textes? Parce qu'on comprend les raisons. Est-ce que vous vous souvenez? Elle s'est faite empiriquement, sans plan préconçu. Ça dépendait un peu de la disponibilité des textes aussi. Voilà. Au bout d'un moment, il est devenu clair qu'il fallait réserver une partie plus générale à la doctrine vue comme telle et une autre plus descriptive sur l'œuvre littéraire, que j'allais privilégier un peu la prose au détriment de la poésie parce que c'était plus facile à faire passer. Donc c'était des considérations pragmatiques de ce genre. Ensuite, il y a eu une publication qui a eu lieu à Ann Arbor, dans le Michigan, où le professeur Matejka avait ressorti des textes anciens des formalistes
qui donc ont enrichi le champ des possibles. Mais voilà, c'était un peu ici, en partant du livre de Ehrlich, en partant des textes, des premiers textes déjà, par exemple de celui de Eichenbaum qui se trouve en tête de volume. Donc c'était trial and error. Mais excusez-moi d'insister, ces textes, vous les aviez parce que vous aviez des éditions anciennes ou... Ah, mais on les avait à la bibliothèque de l'INALCO. Ben voilà. Non, c'est la bibliothèque de Languedoc qui a servi de réservoir à texte. Et elle était très riche, et je crois qu'elle l'est toujours, sauf qu'elle n'est plus rue de Lille. Non, du lac. Il y avait la rue Michelet aussi qui avait certains textes plus difficiles mais d'accès. surtout Languedoc. Languedoc. Oui, qui avait beaucoup de choses. Mais vous avez fait un choix d'auteur quand même aussi. Par exemple, Vinogradov, qui n'est pas au centre de formaliste, vous l'avez mis en partant de quelle considération pour prolonger la question de Catherine? Mais parce que c'était un texte théorique qui permettait de débattre un peu dans l'abstrait de ce problème de la stylistique. Vinogradov était un marginal par rapport au mouvement, mais un orthodoxe dans la hiérarchie soviétique. Donc, c'était un texte des débuts de Vinogradov qui correspondait un peu à la période la plus proche du formalisme. Je peux me permettre d'insister, puisque, excusez-moi, mais on a eu un exposé très intéressant sur la mise en texte. Mais je pense, et c'est votre modestie qui ne veut pas en parler, je crois qu'il faut parler du rôle de cette anthologie, parce que cette anthologie, c'est ce par quoi les formalistes ont été connus non seulement en France, mais en Italie, et relisant une édition récemment, dans beaucoup d'autres pays. Je ne sais pas si la 4e de couverture dit toujours quels sont les autres pays dans lesquels le texte a été traduit. Et pensez que les traductions se sont faites à partir du français. Oui. Enfin, donc, souvent, c'était traduit à partir du russe, mais la sélection française. Voilà. Et... Oui, il a été traduit en italien, espagnol, portugais, japonais, coréen, turc, grec et persan. Voilà. Donc, je crois que c'est vraiment un nouveau livre. Voilà. Oui. Eh bien, tant mieux. Mais je pense que le mérite en revient aux formalistes plutôt que leurs traducteurs français. Une question. L'accès au texte formaliste déjà en Bulgarie? Oui, j'ai eu l'accès au texte formaliste parce que mon père avait été étudiant de philologie, comme moi. Et j'ai découvert dans sa bibliothèque Teoria Literatury de Tomaszewski et Novejsze Ruska Poezia de Jacobson. Donc j'avais amené avec moi ces livres en France, en me disant, tiens, ça a de l'intérêt. Donc j'avais une idée. Il y avait, parmi les professeurs à la faculté de lettres à Sofia, il y en avait un qui n'était que maître assistant, mais qui nous semblait le plus intéressant et qui avait une approche un peu techniciste, formaliste de la versification. Il s'intéressait à la versification, un sujet que je n'ai jamais étudié. Et il a dû mentionner aussi l'existence de cela. Enfin, Roman Jakobson est venu à Sofia donner une conférence publique alors que j'y habitais, ça devait être en 62, qui portait sur un poème bulgare que tout écolier bulgare connaît par cœur, sur la mort de Vassil Levski, d'un grand révolutionnaire du 19e siècle. Bon.
Et ça fait partie des analyses que Jacobson a réunies sous le titre Poésie de la grammaire, grammaire de la poésie, c'est-à-dire des analyses très minutieuses de symétrie, répétition dans les textes poétiques. Et donc là aussi, j'avais aperçu un peu de cette présence. Mais ce n'est qu'en arrivant en France que j'ai pu lire le livre de Ehrlich ou Wallace Warren ou d'autres exposés systématiques. Merci. Voilà. J'ai connu le formalisme très tard. Disons, j'étais très jeune, mais très tard dans l'existence du formalisme, à la fin des années 50 à Bucarest, ma ville natale. En tant qu'étudiant, j'avais lu le cours de linguistique générale de Saussure, la phonologie de Trubetskoy et la traduction polycopiée des prolégomènes à une théorie du langage de Jemslev. Et la visite de Jacobson à Bucarest, en 59, si je ne me trompe pas, j'étais étudiant de première année, lorsqu'il a présenté son célèbre article linguistique et poétique avec la mimique typique de Jacobson, qui était un illuminé. Jacobson a l'air très sérieux parfois, mais il était un illuminé. Ses yeux regardaient de deux côtés différents. Il parlait toujours avec la main haut, comme ça. C'était un de ses... il était vraiment inspiré. Et il nous a beaucoup inspiré, les jeunes. Et nous avons constitué à l'époque, grâce à deux de nos professeurs, Mihai Pop, qui avait lui-même été un participant du cercle de Prague, et Alexandre Rossetti, nous avons fondé un cercle de poétique et de stylistique à Bucarest à cette époque-là. Mais je dois dire que pour élargir un petit peu le cadre de cette apparition pour nous du formalisme, que le formalisme russe était pour nous, en tout cas pour ma génération, pour celle de la plupart de mes professeurs, faisait partie d'une tradition beaucoup plus large, à savoir, il y avait tout d'abord la tradition des disciples de Dilthey. En Allemagne, il y avait Wölfflin, Worringer, Walsel, que tout le monde connaissait à l'époque et que Bakhtin, on m'explique, connaissait lui-même et il était inspiré par lui. Günther Müller en Allemagne, Leo Spitzer et la stylistique dans la génération suivante, et aussi le livre de Velek et Warren que vous avez lu ici. Nous, on l'a lu à Bucarest, il y avait peut-être 2 exemplaires dans toute la ville, mais ça circulait, toute la ville a lu la théorie de la littérature de Velek et Warren immédiatement après la parution. Du point de vue américain, il y avait l'ancien formalisme, non pas le formalisme, disons, une approche plutôt stylistique, formelle, une attention à la forme, dans ces deux grandes divisions américaines, l'école de Yale avec Clarence Brooks et Robert Penn Warren, on lisait tous Understanding Poetry. Il y avait un exemplaire à la bibliothèque de l'Académie que tout le monde a lu à l'époque. Et de l'autre côté, il y avait l'école de Chicago et Wayne Booth, The Rhetoric of Fiction, aussi extrêmement important à l'époque. Pourquoi moi personnellement, c'est un témoignage, c'est pas une réflexion scientifique maintenant, c'est un témoignage, pourquoi moi personnellement j'étais tellement attiré par le structuralisme dans ma jeunesse. Il y a une partie qui est la prudence, vous allez voir tout de suite, et l'autre partie, un véritable intérêt. J'étais intéressé par l'idée de l'unité de la science. Cette idée proclamée par Jacobson de manière oraculaire avait été très importante en philosophie de la science dans les années d'avant la guerre. Et j'étais intéressé aussi par le behaviorisme. J'avoue, cela, c'est mes péchés de jeunesse. J'étais très tenté par l'idée de certains distributionnistes américains qui ont une influence énorme en France, d'ailleurs.
parfois ils n'ont pas été cités, mais en lisant Foucault, on voit très très bien qu'il était lui aussi fasciné par ce type d'idée, à savoir que le sens est l'effet d'une distribution des mots au niveau de la langue. C'est-à-dire lorsque je dis mettons tasse, vous comprenez tasse, non pas parce que vous voyez dans votre esprit l'objet appelé tasse. Vous comprenez tasse parce que dans la circulation de tous ces mots que personne ne comprend, mais on réagit seulement de manière comportementaliste, le mot tasse a une distribution spéciale et ça déclenche dans votre cerveau une certaine réaction incompréhensible, bien entendu, pour moi, maintenant et à l'époque, mais j'étais fasciné par cela. J'étais fasciné par l'idée que peut-être le sens n'est qu'une question de distribution. Il y avait donc un certain mépris pour ceux qui croyaient qu'il y a vraiment l'esprit humain, qu'il y a vraiment quelque chose à l'intérieur ou au-delà de nos réactions behaviorales. Et c'était, disons qu'à l'âge de 17-18 ans, ça me tentait beaucoup. Et par la suite, donc j'ai connu ceci à travers la linguistique et j'étais intéressé par la précision linguistique par rapport aux spéculations des Dilthéiens ou même au discours hospitalier et très très gentil de l'école de Chicago ou de l'école de Yale. C'était cette idée de rigueur qui m'a beaucoup attiré et qui a été d'ailleurs promue aussi très très bien par la sémantique structurale, par la sémiotique par la suite. Ce que j'appréciais par ailleurs, comme je crois les collègues en Russie, qui à l'époque s'appelait l'Union soviétique, c'était le refus de l'approche historique. Et voilà pourquoi. Parce qu'à l'époque, dans nos cours à l'université, dans des amphithéâtres un peu comme ça, un peu plus grands que celui-ci, où il faut dire la plupart de mes amis et moi, on lisait des livres sous la table. On n'était vraiment pas toujours attentifs. Et on avait du halva, parce que c'était en Roumanie, et on mangeait du halva pendant les cours. Mais indépendamment de ceci, les profs essayaient de nous expliquer Balzac en nous disant Balzac n'était absolument rien d'autre que le triomphe de la bourgeoisie. Si on lit le Balzac de Curtius, on voit que c'est pas exactement ça. Et quoique c'est vrai d'une part c'est vrai. Mais dans le cours de littérature comparée en deuxième année sur Goethe, une prof que j'aimais beaucoup d'ailleurs nous a parlé pendant la moitié du semestre des amours de Goethe. On savait exactement quelles étaient les filles dont Goethe a été amoureux, mais on n'a jamais étudié l'œuvre. On a dit l'homme, mais on oubliait et l'œuvre. Okay? C'était quelque chose contre quoi le structuralisme, dans sa forme linguistique, nous protégeait. Et deuxièmement, c'était la précision de l'approche. Parce qu'il y avait une flexibilité, voire un arbitraire des interprétations herméneutiques qui, j'ose dire, m'exaspérait à l'époque et ça continue un tout petit peu de me troubler. Je me rappelle, prenons une poésie. Mettons, il y a une poésie du 19e siècle où on voit deux chevaux qui tirent lentement une charrette. Okay? Évidemment, dans ma jeunesse, c'était l'humanité exploitée. Beaucoup plus tard, j'ai entendu, j'étais déjà aux États-Unis, j'ai entendu une interprétation d'une poésie pareille, parce qu'il tirait lentement la charrette, c'était la différence avec un A. Ouais. Contre ceci, disons, parce que évidemment c'était un peu plus lent, c'était un peu. Par rapport à ceci, disons que les lectures de Jacobson n'étaient pas du tout cela. Et il faisait attention à ce qui se passait dans le texte. Mais j'ai compris assez tôt, grâce à un ami roumain, Mihai Șora, qui est un philosophe, avec lequel j'ai parlé de ces choses-là, j'étais encore là.
les accents sur les moyens c'est très important de mettre l'accent sur les moyens, mais on oublie la finalité. On oublie et je dois dire que je dois énormément à Tsvetan qui est ici, d'abord parce que grâce à lui et grâce au structuralisme en France, on a étendu le champ de l'attention à cette discipline nouvelle qui était la narratologie et qui s'intéressait à des récits dans leur ensemble. Mais deuxièmement, je suis reconnaissant à Tsvetan aussi pour ce livre critique de la critique publié plus tard et qui m'a permis à être moi-même et à formuler mes propres doutes sur la rigueur du structuralisme, surtout, j'ose dire, hélas, du structuralisme jacobsonien. À savoir que la littérature s'adresse, tout comme les poètes médiévaux le savaient bien, et Chrétien de Troyes le répète tout le temps, elle s'adresse au cœur. Okay. Et elle se parle au cœur non seulement en signalant des anomalies. Okay. Non. Ce n'est pas exactement cela. Okay. Donc, de ce point de vue, quoi que je trouve très amusant, et cette idée que Tristram Shandy, c'est le meilleur roman, c'est très drôle, c'est très sympathique, paradoxal, mais hélas, c'est pas le cas. Et eux, ils étaient dans la perspective que Tsvetan a souligné très très bien du futurisme, de l'avant-garde d'après la Première Guerre mondiale. C'est pas nécessairement toujours le cas. Deuxièmement, à propos de la défamiliarisation, oui, tout ce que dit Shklovsky sur c'est très intéressant, c'est très très juste. Mais alors, il y a aussi l'autre aspect. Il y a un autre aspect, à savoir la reconnaissance. La littérature me permet de reconnaître certaines choses. Je me rappelle, j'étais très jeune, j'avais peut-être 19 ans, 20 ans, sur la plage de la mer Noire, avec un livre de ma mère, on avait une ancienne édition Flammarion, des œuvres de Racine, et les pages partaient dans toutes les directions parce que c'était pas relié, et je lisais Phèdre de Racine. Et Phèdre, c'était moi. Pourquoi? J'avais jamais vécu quoi que ce soit de semblable. En tout cas, j'avais jamais été amoureux du fils de ma femme. C'était moi. Je reconnaissais quelque chose. Ce type de reconnaissance, elle partait de mon cœur. C'était quelque chose de tout à fait différent. Et nous sommes attirés par les œuvres, attirés, séduits, invités. Et là, je dois beaucoup à un admirable concept développé par Jean-Marie Schaeffer, celui de l'immersion dans l'œuvre. Il y a une immersion dans l'œuvre, nous lui font confiance. La lecture est une question de... j'ose dire, peut-être c'est un contrat, mais c'est pas simplement un contrat. C'est aussi une manière de faire confiance à une œuvre. Et en réalité, la littérature n'est pas simplement un jeu formel, une pure invention, libérée de toute implication. Elle nous attire, elle nous séduit, précisément dans la mesure où, grâce à des effets de résonance, elle fait naître en nous cette impulsion de lui faire confiance, de reconnaître et de faire nôtre les sentiments, les états d'esprit et les manières d'agir dont elle évoque. Voilà. Grâce à toi. Bonjour, Jean Boutan. C'est une question qui est un peu générale et qui ne s'adresse pas qu'à vous, mais je profite simplement de ce que vous avez cité toutes les sources aussi de la littérature de langue allemande, du formalisme. Quelle est l'importance d'un philosophe comme Friedrich Herbart dans cette filiation? Friedrich Herbart,
qui, donc, autour de Hegel, etc., a commencé par créer une pensée de la forme et qui a été reprise ensuite par toute une tradition de Zimmermann comme formalisme et laisse des traces chez quelqu'un comme Łukaszewski. Pour le Cercle de Prague, c'est très évident, cette tradition existe. Est-ce qu'elle existait pour Jacobson? Est-ce qu'elle existait dans ce... Est-ce que ça avait été lu? Est-ce que ça avait été traduit? Je ne me rends pas compte à quel point. Pas en Roumanie. Disons que Herbart est un philosophe que j'ai découvert beaucoup plus tard grâce à Jacques Bouvresse et à ses disciples. Mais dans cette région-là, une chose que j'ai découverte beaucoup plus tard, le philosophe dont la pensée a été très influent est Franz Brentano. C'est Franz Brentano de Vienne qui a formé beaucoup de gens, et, en philosophie polonaise aussi, en philosophie chez les Tchèques. C'est la réverbération lointaine de Brentano, qui lui était un aristotélicien, vous voyez. Et on sent, disons, chez Roman Ingarden, par exemple, chez les phénoménologues polonais, on sent cette influence. Mais non, Herbart n'était pas vraiment connu de mon temps. Là. Mais c'est toi qui connais cette chose. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en Amérique du Nord particulièrement, à l'ère des cultural studies, est-ce qu'il reste quelque chose du formalisme russe ou au moins du structuralisme quand on voit que la littérature, elle se pense dans la totale recontextualisation en termes de gender, de classe, de race, etc. Donc est-ce que vous pensez que l'héritage formaliste est aboli peut-être par cette tendance? Oui, je vous remercie pour cette question, c'est très intéressant. Voilà, la jeune génération, les nouveaux assistant professors qu'on a, par exemple, dans les deux départements où je travaille encore, en langue romane et en littérature comparée, nous avons deux jeunes qui sont formalistes. Parce que, exactement comme moi, dans ma jeunesse, on aime beaucoup l'histoire, on aime beaucoup la contextualisation, surtout lorsqu'on vient après une longue période de formalisme, on se dit, enfin, on parle de ce que fait le personnage. Okay? Mais après une longue période de contextualisation forcée, on dit, je veux être formaliste, et ils le sont. Et c'est très intéressant. Il y a comme un renouveau du formalisme en Amérique. Oui, absolument. Et du formalisme russe. Je pense surtout à ce jeune homme, Boris Maslov, il s'appelle. On va voter maintenant sur sa tenure, sur sa permanence. Le département est tout à fait en sa faveur. On verra si la doyenne est d'accord. Et lui, il fait deux choses. D'abord, c'est un spécialiste en philologie classique, donc il a fait une thèse sur Pindar, et sur les autres, mais aussi il travaille sur l'histoire du formalisme russe. Et il s'intéresse aux racines du formalisme russe au XIXe siècle. Donc soyez sûrs que ça va continuer. Okay. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas très bien ce que je peux dire, vu que ma relation au formalisme russe et même au structuralisme est relativement indirecte pour de multiples raisons, et en même temps elle a toujours été passionnée et passionnée au sens positif du terme. Donc c'est un peu paradoxal. Mais je voulais rebondir sur ce que Thomas a dit à la fin, que le formalisme revient. Alors ce qui m'a frappé depuis longtemps dans les études littéraires, c'est ce retour du même. C'est un peu comme la mode. Je ne sais pas si c'est 50 ans. Et ce qui en soi n'est peut-être pas une mauvaise chose, mais ce qui est triste, c'est qu'entre les deux retours, une grande partie de la communauté savante oublie, et donc la nouvelle génération redécouvre la roue. Et ça me semble être quelque chose qui est plus présent en études littéraires que par exemple en philosophie. Il y a des retours en philosophie, mais ils prennent une figure moins back to the future qu'il y a eu. Hegel revient aux États-Unis en force comme ça. Oui. Mais il n'a jamais été réellement absent.
Mais voilà. Alors, je pense que s'il y a une chose dans ma vie intellectuelle à compter, c'était l'idée qu'il ne faut pas oublier le passé, sinon on est condamné à le répéter. Et cela vaut, me semble-t-il, parce que moi je suis un latecomer, je suis vraiment venu après. Quand je suis venu à Paris, j'ai fait la connaissance de Tsvetan, de Gérard Genette, mais c'était déjà les années 70. Donc c'était déjà le début, pas d'un reflux, mais on voyait déjà que il y avait notamment dans les universités, il commençait à y avoir des réticences au même moment où ça se répandait partout. Donc je n'ai pas du tout participé à ce mouvement. Je l'ai reçu et je l'ai reçu de façon un peu lointaine pour deux raisons. D'une part parce que j'étais philosophe, de l'autre parce que je venais d'un petit pays juste à côté et que j'avais deux traditions différentes de réception du formalisme russe, qui était la réception française d'un côté et puis la réception allemande de l'autre, qui était plutôt liée à l'école de Constance. Juris Trinita, donc il y avait les deux volumes bilingues, ce qui moi ne me servait à rien, mais ça faisait. Il y avait Ehrlich qui avait été traduit en allemand relativement tôt. Donc quand je suis arrivé en France, en même temps je continuais à lire ces textes-là qui venaient du fait qu'on regardait toujours des deux côtés de la frontière, et ce n'était pas exactement le même formalisme que je voyais des deux côtés. Et je dois dire qu'une fois que j'étais en France, c'est le contexte français qui a pris le dessus, parce que c'était le contexte dans lequel je travaillais, mais j'ai toujours gardé, je dirais, un lien dans ma tête avec une variante de réception du formalisme qui n'excluait pas l'herméneutique au sens classique du terme. Donc ça a fait que je n'ai jamais identifié, d'ailleurs, le structuralisme, entre guillemets, non plus, à un mouvement qui aurait été purement formel, mais je voyais plutôt que c'était des entreprises qui s'intéressaient à l'intelligibilité des phénomènes littéraires et plus largement des phénomènes de création verbale, en mettant l'accent sur l'étude des moyens. Mais je ne pensais jamais que mettre l'accent sur l'étude des moyens, vous voulez dire que les écrivains écrivaient et que les lecteurs lisaient à cause des moyens. Mais les moyens faisaient qu'ils pouvaient lire d'une certaine manière, et il y avait une sorte de coévolution historique entre des moyens d'écrire et des façons de lire et des fonctions qu'on accordait aux œuvres. Il me semblait que dans cette vision, la perspective formelle, d'analyse formelle, et la perspective historique et la perspective donc herméneutique, puisque fatalement le sens se réalise dans des contextes précis, ne s'excluait pas. Et j'ai jamais compris, quand il y a eu quand même une grande réaction dans l'université française, à un moment donné, contre le formalisme et un retour à l'histoire littéraire, je n'ai jamais compris ce genre de mouvement de balancier, justement, au lieu de garder qui me semblait être très important dans le formalisme, mais pas seulement dans le formalisme, mais je rejoins là aussi Thomas, et en même temps Tsvetan, parce qu'après tout c'était le projet de la poétique, qui est un projet ancien, dont le formalisme était un des éléments, mais il a été question de la tradition allemande, des différentes traditions allemandes, Waltz par exemple. Il y a eu après la guerre, les années 50, Käthe Hamburger, qui a fait quand même un travail formidable autour de la fiction, d'ailleurs dans une perspective qui a été en partie avait des fondements philosophiques. Je ne sais pas tu as parlé d'Ingarden, Ingarden aussi. Donc c'était vraiment, moi je l'ai toujours vu ça comme une sorte de vaste continent dont le formalisme russe était un des éléments, mais ma vision était très, très limitée. C'était la vision de quelqu'un qui s'intéressait à la littérature comme fait anthropologique, comme quelque chose qui prend des formes très différentes selon les époques, selon
selon les cultures, qui a des fonctions très différentes, qui peut utiliser des structures très très différentes, et la combinaison entre les fonctions et les structures peut aussi être très très différente. Donc c'était je pense qu'il est resté quelque chose que là je devais vraiment à la France, de quelqu'un d'autre qui était très à côté de Jacobson, qui était Lévi-Strauss. C'était cette idée d'essayer de comprendre les structures ou la vie mentale des collectivités humaines en partant de l'idée qu'il y avait quelque chose de commun entre tous les hommes et que cette chose de commun, même si ça pouvait prendre des formes très différentes, était limitée, entre guillemets, ou était contraint par le fait que nous partageons tous le même cerveau et le même esprit, donc d'une certaine manière. Donc, et j'ai toujours été un peu dans cette perspective-là. Et le même estomac, c'est vrai. Donc le même corps, ouais. Donc il y avait, pour moi, ma vision du formalisme était à la fois par deux yeux, les yeux de la tradition allemande et les yeux de la tradition française, un peu biaisé à cause de ma formation philosophique qui était plutôt la philosophie analytique, mais il y a un formalisme dans la philosophie analytique donc il doit quand même y avoir une attraction personnelle pour ce qui est l'analyse formelle, et quelque chose dont je sais dont vous deux vous avez parlé quand même, c'était l'amour de la précision, qui n'était pas la propriété exclusive du formalisme, mais qui me semble être la propriété qu'on trouve aussi chez les grands stylisticiens, qu'on retrouve, qui commence avec Aristote. Cette idée que si on a un objet, il faut aller voir quel est l'objet. C'est pas quelque chose qu'on peut simplement faire disparaître derrière des interprétations, quelles qu'elles soient. Peut-être un dernier mot, après je m'arrête. Pour moi, peut-être le domaine dans lequel le caractère fructueux de l'analyse formelle s'est le plus maintenu tout au long du XXe siècle à travers des mouvements différents et à travers des périodes plus ou moins fastes, c'est vraiment le domaine du récit. Donc aujourd'hui, l'analyse narratologique, mais cette idée que pendant un siècle entier, des gens venus d'horizons philosophiques et de formations différentes ont réussi à se retrouver autour d'un objet et à être assez attentifs à l'objet pour ne pas en dire n'importe quoi, ce qui se montre dans le fait qu'on peut lire Ingarden, on peut à travers Ingarden s'intéresser à la narratologie technique du terme. On peut bien sûr lire ce que les formalistes russes ont déjà écrit sur le récit. Et la narratologie, j'aime pas le terme parce que ça fait vraiment doctrine, mais l'analyse du récit telle qu'elle est aujourd'hui, dans les formes à la fois s'intéressant plus à la dimension sociale ou sociopolitique ou socio-historique et en même temps s'intéresser aux processus cognitifs qui nous permettent de comprendre ce qu'est un récit, d'arriver à comprendre que des événements se suivent, non pas aléatoirement, mais dans un certain ordre. Je trouve que c'est un bel exemple justement d'une recherche qui n'a pas oublié le passé en progressant et qui a pu progresser parce qu'elle n'a pas oublié le passé, mais qu'elle a essayé à intégrer les différentes générations et les différentes obédiences doctrinaires, puisque nous avons tous des obédiences, je suppose, doctrinaires que les autres nous découvrent un jour. Donc, malgré cela, ils ont pu avancer. Une dernière chose qui peut-être ça m'a paru toujours plus difficile, c'est la notion de défamiliarisation qui a été très, très, très importante, je pense, et que quand tu as insisté sur l'autre aspect qui est la confiance, je pense que la défamiliarisation, on peut la lire de deux façons. On peut la lire comme
l'autre pôle de la confiance ou du fait de l'immersion, peu importe, de la reconnaissance du fait qu'il y a quelque chose à reconnaître, ou on peut la lire comme une théorie qui prend la défense d'un certain type de littérature plutôt que d'un autre. Et souvent, il y a un peu un mélange des deux quand on parle de la défamiliarisation, parce qu'on parle d'idées que c'est bien. C'est bien, donc il y a une évaluation. Mais si on se replace de façon sur un plan plus général, défamiliarisation et reconnaissance sont inséparables, parce que, comme théorie de l'information, s'il n'y a que du nouveau, il n'y a plus d'information, il n'y a que du bruit. S'il n'y a rien de nouveau, il n'y a que de la redondance. Donc toute information, qu'elle soit perceptive, qu'elle soit artistique ou non artistique, doit jouer entre ces deux pôles. Et la théorie de la défamiliarisation me semble intéressante si on s'en sert, par exemple, pour étudier comment à diverses époques, par exemple, les littéraires, enfin les écrivains, selon le mode de fonctionnement du milieu littéraire de l'époque et des lecteurs, ont joué avec ces deux éléments et ont mis en avant plus ou moins un pôle ou l'autre pôle, comme dans les autres arts. Et je crois que c'est sans doute là où nous sommes peut-être victimes de nous-mêmes. C'est que nous avons eu tendance, pas seulement en littérature, mais dans notre vision de tous les arts, de mettre en avant uniquement un pôle et d'identifier l'art à ce pôle-là. Mais s'il n'y avait pas l'autre, je pense qu'il n'y aurait sans doute pas d'art pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la création humaine, mais avec la manière dont notre esprit peut ou ne peut pas intégrer des éléments nouveaux dans ce qu'il connaît. Donc il y a eu une lecture des découvertes formalistes dans le cadre du modernisme, et les formalistes eux-mêmes étaient dans ce cadre-là. Mais je pense qu'on peut appliquer un principe de charité interprétative qui est de dire, voilà, Schlegel avait dit qu'on ne sait jamais quel est le sol sur lequel on se tient. Les formalistes ne le savaient pas, nous ne le savons sans doute pas non plus. Voilà, donc la charité interprétative, c'est de tenir compte de ce sol et de dire, voilà, c'était ce sol-là sur lequel ils se tenaient, ils ne pouvaient pas se tenir ailleurs, sans doute, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à partir de là? Et pour moi, les formalistes ou d'autres sont intéressants parce qu'ils ont fait vraiment des choses immenses à partir de ce sol sur lequel ils se tenaient. Voilà, c'est tout ce que moi je peux ajouter. Merci beaucoup. C'est juste une remarque par rapport, pour continuer sur ce que dit Jean-Marie, c'est sur le double défamiliarisation-reconnaissance. Qui dit forme dit reconnaissance. Parce que sinon, qui dit forme dit reconnaissance. Une forme, c'est pas seulement c'est ce qui apparaît, mais c'est ce qu'on reconnaît, c'est ce qu'on peut. Non ? Oui, certainement. Voilà, je rencontre, disons avant midi, le visage de ma fille, et je reconnais la forme de ce visage, mais quand même, son regard exprime une certaine impatience. Et je reconnais cela, mais ce n'est pas la forme, c'est le message. C'est-à-dire, est-ce qu'on va manger? Oui. Dans nos interactions, on peut appeler le contenu forme. Ouais. Et un des aspects sur lesquels je voulais peut-être, j'ai pas insisté, j'aime bien mentionner, c'est que à un moment donné, on a dit à propos de la presse, par exemple, que la forme est le message et le sens. Donc la forme et le sens. Mais ce est en quelque sorte,
ça peut avoir plusieurs sens. Et je ne sais pas si vous avez suivi il y a longtemps, vous n'étiez peut-être pas encore né, certains d'entre vous, mais il y a eu un président américain, Clinton, qui, il y a longtemps, un millénaire de cela, qui était jugé pour avoir dit je ne sais pas quoi. Et il a fait cette remarque ontologique très profonde, digne de Heidegger et d'Aristote. Il a dit « It depends on what is. Ça dépend de ce que est. C'est très profond. Les gens riaient, mais je trouvais ça très profond, parce que quand on dit la forme et le message, ça, pour pouvoir dire la forme nous aide beaucoup à comprendre le message. La forme, vous voyez, et où la forme et le message, il n'y a rien d'autre que. Il y a deux types de dire et identité complète ou et c'est disons la porte qui m'ouvre une indication du chemin vers le, vous voyez. Toujours pour relativiser cette idée d'opposition entre la défamiliarisation d'un côté et la reconnaissance de l'autre. Il me semble que si on lit les textes de Shklovsky en particulier sur la défamiliarisation et les exemples qu'il prend, le but de la défamiliarisation, c'est précisément de susciter un effet du type « mais oui, c'est ça ». Hein, mais c'est bien ça, la propriété, c'est ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent qu'ils possèdent d'autres gens et dont le seul lien qu'ils ont avec consiste à leur faire du mal. Mais oui, hein, c'est ça l'exemple du cheval de Kolstomer. Donc je crois que la défamiliarisation, effectivement, n'est peut-être pas un procédé universel de la littérature. Il distingue peut-être certaines formes de littérature, mais des formes particulièrement efficaces pour susciter des effets de reconnaissance du type de celui dont vous avez parlé en disant « Phèdre, mais c'est moi ». Absolument. Et son exemple sur le visage du soldat français, si je me rappelle bien, dans Guerre et Paix, c'est exactement ce que vous dites, oui. Et mais voilà, et c'est ce que vous dites, peut-être le terme défamiliarisation, c'est comme une sorte de refamiliarisation avec ce qui est trouver le familier là où on ne s'y attendait pas, si vous voulez. Mais aussi, je dois dire, en quelque sorte, il faut aller plus loin et se dire, c'est pas tout simplement au niveau stylistique. Oui, c'est tout ce que je voulais dire. C'est pas tout simplement au niveau de la forme stylistique. Parfois, je me dis ceci. Récemment, j'ai pensé, qu'est-ce qui se passe le lendemain? Vous voyez, il y a cette analyse formelle très détaillée d'un poème, d'un roman, peut-être de Sarrazine par Barthes, lexi par lexi. Oui, moi quand je lis plus vite, parce que je veux savoir ce qui se passe, ok? Et je lis Madame Bovary, non pas tellement pour avoir le plaisir du discours en direct libre, mais pour voir ce qui se passe avec cette femme qui ne sait pas se conduire, ok? Mais mettons ceci, qu'est-ce qui se passe le lendemain, le jour après? Je vais voir une pièce de théâtre, un film, je finis un livre, je me couche, je dors, et le lendemain. J'ai comme une sorte de regard en arrière et c'est très différent. Et en quelque sorte, une des tentations et des richesses du formalisme, c'est de suivre notre attention pendant que nous lisons. Mais il y a autre chose que l'attention, vous voyez. Et cette reconnaissance est différente. Et la mémoire, et le lendemain, on se dit « Ah, j'avais pas vu que c'était ceci et cela », vous voyez. Et c'est pas lié exactement au premier type d'attention. Ouais. Oui. Il me semble que dans les exemples que Shklovsky donne, avant de prendre des exemples littéraires, il donne des exemples de la vie quotidienne. Et il parle par exemple... Et voilà, est-ce que vous vous souvenez, il ne le formule pas comme ça, sous la forme d'une interrogation directe au lecteur, mais c'est à peu près ça. Est-ce que vous vous souvenez de quand vous avez tenu un porte-plume pour la première fois ? C'est ça. Et donc, si un texte ou une œuvre d'art, etc., nous faisait retrouver justement cette sensation d'avoir tenu un porte-plume ou peut-être un ordinateur aujourd'hui pour la première fois, ça a à voir avec la mémoire, cet effet et de défamiliarisation et de reconnaissance. La mémoire d'une discipline comme étant un tissu de récits. La mémoire, c'est pas des stocks, c'est des récits et des récits qui permettent de se rappeler et des récits qui permettent qui permettent pas, mais qui impliquent d'oublier. Oui, bien sûr.
Il y a aussi des récits qui sont reformulés, comme la mémoire reformule sans cesse le passé et oublie certaines choses et en met d'autres en avance. Oui, bien sûr. Mais je pense que pour le récit, outre le fait historique, il y a peut-être tout simplement le fait qu'il soit problématique ou non. Le récit, manifestement, est une activité de création verbale qui importe ou qui joue un grand rôle dans toutes les cultures et pour tous les individus, sous des formes très très différentes. C'est comme on n'a pas besoin d'être ricoeurien pour accepter que raconter des choses est une dimension importante de la vie de la plupart des êtres humains et que l'art qui développe cette manière de faire sous des formes d'ailleurs différentes, récit historique n'a pas grand-chose à voir avec est quelque chose qui fatalement doit attirer l'attention parce que c'est l'objet qui est important dans notre vie, non? Oui, mais voilà. Il est très important peut-être aussi de ne pas y croire. Oui. Donc l'intérêt pour le récit augmente au moment où certains grands récits mythiques, religieux, historiques, on commence à ne plus les croire. Et ça a un certain rapport avec ce que les gens ont appelé le désenchantement du monde, Gaucher, entre autres, et ça a un certain rapport aussi avec le désenchantement historique, que tout le monde n'a pas encore complètement maîtrisé, mais disons que ça a un rapport avec ça. Croire à un récit, croire complètement à un récit, nous empêche en quelque sorte de dire « Ah oui, c'est un récit, donc il y a comme propre violation, etc. Interdiction, violation. » Non, c'est la vérité. Voilà. Mais est-ce que le fait qu'il y ait une analyse continue autour du récit pendant le dernier siècle, moi j'analyse ça aussi comme le fait que la littérature est devenue à dominante narrative. C'est-à-dire, pour rester dans le domaine de la littérature, elle est devenue à dominante narrative et ça c'est vraiment... Bon, on avait un exemple tout à l'heure quand Tsvetan a dit « Je ne me suis jamais intéressé à la versification ». Donc ça, c'est un vrai changement, je trouve, par rapport à ce qu'était la dominante du moment, au moment des formalistes. C'est-à-dire, c'est pas seulement l'entrée par une avant-garde, c'est aussi l'entrée par la poésie. Donc cette analyse continue, je pense que cette analyse narrative continue, je pense que pour une fois, ça correspond au fait que les gens qui s'occupent d'études littéraires suivent un peu une sorte d'évolution sociale des manières de raconter ou des manières de vivre. Alors après, je ne sais pas si les deux guerres, comment elles interviennent. Mais oui, c'est vrai, mais en même temps, il ne faut pas oublier que dans l'anthologie allemande, il y avait 2 tomes, et un tome était s'occupait de poésie, qui était par Wolf-Dieter Stempel. Donc c'était la poésie. Il y avait vraiment deux tomes. Peut-être parce que dans la tradition, la culture allemande, y compris la culture universitaire, la poésie reste beaucoup plus présente qu'en France. Mais donc ça montre que à partir du même, entre guillemets, du même mouvement ou historique, on peut extraire des programmes implicites qui ne sont pas les mêmes selon le pays dans lequel c'est reçu. Non, c'était pour Berelovitch, c'était pour rebondir sur une remarque, un moment du récit absolument charmant de M. Thomas, où il racontait comment il avait su tout sur les amours de Goethe et rien sur son œuvre. Je crois que des gens de ma génération, on a tous connu ça. Moi, je connaissais tout des amours de Bloch, mais rien de sa poésie, etc. Et pour la réception, puisqu'on en a parlé beaucoup des formalistes, quand on a vu sortir fin 65, donc le théorie de la littérature, on s'est dit ouf tous. Oui. Ça a fait un choc parce que ça nous permettait de nous débarrasser de cette chose qui commençait vraiment à nous embêter. Je dirais même que parallèlement aussi, les sorties du Michelet de Barthes jouent un peu le même rôle, c'est-à-dire
on commence à sentir un peu d'air frais, ce qui est assez bizarre, enfin amusant parce que c'est de l'air frais qui a 50 ans de conserve, mais néanmoins c'est comme cela. Mais ce que je voulais dire, donc à part cet effet de choc, c'est que là on a parlé des modes et des successions. Je voudrais le discuter, cette idée. Moi, il me semble, de ma propre expérience de l'université, que l'apparition, et en effet le choc que provoque la redécouverte du formalisme, n'empêche absolument pas de faire des thèses sur l'homme et l'œuvre. Elle continue tranquillement. Et on voit la cohabitation de ces différentes possibilités. Et pour aller un peu même plus loin pour la France, je ne sais pas pour les autres pays, disons, les formalistes français, les structuralistes, sont marginaux dans l'université. Et le plus souvent, ils sont en dehors de l'université. Tsvetan Todorov est au CNRS, Genette est au Collège de France. Aucun d'entre eux n'est à la Sorbonne. Pardon ? À l'école des hautes études. Non, il fait un passage au Collège de France, si mes souvenirs sont exacts. C'est Barthes qui était là. Où il est... oui. Pardon ? C'est Barthes qui était là. Oui, ça, je sais, merci. Mais oui, non, bon. Et l'école des hautes études est marginale, comme l'a montré Bourdieu, puisqu'on est en train de citer les grands. Et alors, est-ce que ce phénomène, donc, ce serait en fait très formaliste, les vrais, à savoir que quelque chose ne disparaît pas, mais va à la marge, et puis de la marge revient au centre. Hein, on sait tout cela. Et personnellement, cette cohabitation tranquille ou pas tranquille de différents modes dans la science de la littérature montrerait que ce n'est pas une science, justement. Sinon, ça ne pourrait pas cohabiter. Oui, parce que le mot Wissenschaft ne se traduit pas nécessairement par science. Voilà. Hein. Jean-Marie. Merci. Oui, c'est toi qui dois. Non. Non, je voudrais revenir à l'effet de mode. Non, vous avez raison. Le structuralisme est resté toujours marginal dans l'université française. En revanche, il y a eu une génération de jeunes professeurs qui avaient été exposés avec un peu de retard au structuralisme français et qui, eux, ont réagi quand même relativement fortement. Et il y a ce qui a vraiment été dommageable, me semble-t-il, non pas pour la Literaturwissenschaft, mais pour la manière dont ces questions peuvent être vues en France, c'est qu'au niveau de l'enseignement secondaire, on a quand même vu une invasion dans les manuels de terminologie et enfin, c'est quand même, enfin, je parle là vraiment, c'est tout à fait personnel, c'est uniquement une expérience familiale, personnelle, mais j'étais quand même atterré de voir que des gosses de 13 ans ou 14 ans, dont la plupart ne lisent pas beaucoup de livres, au lieu de leur donner la possibilité de commencer par lire et de faire un peu confiance à leur compréhension, puisqu'ils ont le même esprit que le professeur en principe, et puis de les amener plus loin, on leur donne des petits extraits et on donne les règles. Donc voilà, c'était à ça aussi que j'ai pensé. Et je pense que les enfants qui sont sortis de ça et qui ont survécu à ça et qui sont allés à l'université, ils ont quand même aussi gardé un très mauvais souvenir de ce que peut l'analyse formelle, alors que ça aurait pu et dû être quelque chose qui aurait dû les exciter. Parce que ça leur aurait permis d'aller plus loin dans ce qu'ils aimaient déjà, au lieu de les empêcher d'entrer dans les textes. Et la question que vous posiez, si c'est une succession de modes, c'est pas une science. Je pense qu'entre la science et la mode, il y a beaucoup d'espace libre pour des connaissances, des types de connaissances. Et je pense que les études littéraires relèvent quand même fondamentalement des humanités, ce qui ne les empêche pas, me semble-t-il, de pouvoir et de profiter et même de participer à un progrès général des connaissances qui concerne la connaissance que nous avons de l'être humain, des hommes, et donc de pouvoir
me semble, j'espère du moins, profiter des avances qui se font dans d'autres secteurs de la connaissance. Je faisais juste référence à cette volonté du structuralisme de créer pratiquement une science dure. Oui, mais c'était parce que le structuralisme avait la chance ou le malheur d'être l'époque du grand développement de la linguistique. Et la linguistique, enfin, que ce soit la linguistique structurale ou la linguistique générative, pensait à ce moment-là être là le premier socle dur d'une véritable science dans ce qui autrefois étaient les sciences humaines. Et l'idéal de l'unité. Et l'idéal de l'unité qui faisait qui est surtout clair, par exemple, chez Chomsky, dans la grammaire générative, et qui d'ailleurs dont on ne peut pas dire qu'il ait été réfuté pour la linguistique, puisqu'il y a quand même des développements des linguistiques génératives sous une variante cognitive qui continuent. Et c'est vrai que les études littéraires, tu le sais mieux que moi, non, à un moment donné, profiter de ça, et c'était peut-être compréhensible, parce que d'un autre côté, je vois mal comment on peut étudier la littérature sans connaître un peu de linguistique, parce que c'est quand même de la langue. Et la précision, c'est quand même aussi cela. Il ne faut déjà pas se tromper dans l'analyse, tout simplement linguistique. Et cela explique peut-être l'attraction que la science a eue dans ces années-là. C'était qu'on avait juste à côté quelque chose qui avait développé cela. Peut-être qu'en France, ce qui joue aussi, on n'en a pas parlé beaucoup, je crois, mais c'est quand même Lévi-Strauss. C'est le lien entre linguistique et anthropologie et l'écho immense qu'a eu et qu'a toujours d'ailleurs les travaux de Lévi-Strauss. Ça a pu jouer aussi comme exemple de ce que un savoir peut atteindre quand il s'oriente selon les principes de la linguistique. Donc, c'est ça, le mirage linguistique, non? Oui, on arrête là. Merci. Merci à vous. Merci camarades, merci.